bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Manon, je suis journaliste pour Média Hip Hop Les Étoiles de la Street. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une conférence qui a pour thème la polarisation sociale dans la culture hip hop. Il faut savoir que du coup, la culture hip hop, elle a des valeurs qui lui sont essentielles comme unité et partage, qui sont érigées par la Zulu Nation, donc une organisation pour la prise de conscience du hip hop qui est née dans les années 70 dans le Bronx par Afrika Bambaataa. Mais il y a bon nombre de ces acteurs aujourd'hui dans la culture hip hop qui trouvent que ces valeurs se perdent. Et aujourd'hui, on est là pour savoir ce qu'il en est réellement de ça. On a fait un sondage hier sur les réseaux sociaux et on a pu récolter du coup quelques petites réponses de ce que pensent du coup les acteurs du milieu. On a pu noter à la première question sens-tu une fracture entre les acteurs de la communauté hip-hop? 64% pensent que oui. Trouves-tu que le milieu hip-hop est moins ouvert socialement aujourd'hui qu'à ses débuts? 70% pensent que non. Et est-ce que la valeur d'unité est toujours présente dans le hip-hop? 62% pensent que oui. Ça montre du coup que ce qui est ressenti, en tout cas, se sent véritablement dans les sondages. Mais c'est aussi une question que je vais vous poser, vous, du coup, auprès du public à main levée. Est-ce que vous trouvez, vous sentez une fracture entre les acteurs de la communauté? Si vous trouvez que oui, je vous invite à lever la main. Ok, alors on n'est pas sur la majorité du public non plus, mais vous êtes quelques-uns à aussi ressentir ça. Et on est là aujourd'hui donc pour voir si cette polarisation, elle est vraie, si elle est croissante dans la culture hip-hop. Et on tentera d'apporter donc des réponses, notamment à travers la discipline de la danse. Essentiellement, on se consacrera sur cette discipline-là. Et pour ça, du coup, j'ai à mes côtés Ban, qui est un des pionniers de la première génération de hip-hop à Toulouse, et Tom, qui est sociologue et qui mène notamment des recherches sur le break comme enjeu de l'espace public. Donc merci à vous deux d'être présents aujourd'hui. Mes premières questions seront pour toi, Ban, en tant qu'ancien et du coup témoin. Est-ce que tu peux nous parler des débuts du hip-hop ici à Toulouse? Comment c'était, comment étaient les acteurs du milieu, la communauté à Toulouse? Oui, ça a commencé en 82, 83. Bon, ça a commencé, déjà on était dans une mouvance de tout ce qui est disco, plein de disco, funk, après New Wave, tout ce qui est tendance rock, tout ce qu'il y avait à l'époque en 81-82. On a commencé à danser, on était déjà danseurs dans les clubs déjà. Moi j'allais popiner ma danse dans ces clubs déjà avec des anciens, des grands. Voilà, dans les clubs après-midi parce que c'était ouvert le samedi après-midi, le samedi soir, vendredi, samedi, dimanche. Même le dimanche on allait danser aussi, le dimanche après-midi. C'était ouvert et on a beaucoup dansé dans les clubs. Après il y a l'émission de Sydney qui est arrivée en 84, si je dis pas de bêtises. Et c'est de là qu'on s'est... moi j'étais majeur, j'avais 19 ans, il y avait des jeunes qui passaient à la télé, ils avaient 10 ans, 12 ans. Nous on était majeurs, ça veut dire qu'avec la danse de la mode qu'il y avait avec Sydney, ça nous permettait de danser en club, parce qu'on était majeurs pour entrer dans les clubs. Et ça fait qu'on faisait des ronds, ça s'appelait les ronds, c'était pas des cercles, c'était pas des battles, on faisait un rond, et on dansait, il y avait jazz rocker, il y avait des funk, après on commençait à danser le breakdance, le smurf. Et après, nous c'était la fraternité, parce que nous on a commencé, on avait des artistes toulousains comme Nougaro, vous connaissez d'autres artistes toulousains, ils savaient que nous, ça vient des quartiers certes, parce que moi j'étais du Mirail, mais on allait quand même s'ouvrir au centre-ville avec ces artistes. Ils nous ouvraient les portes. Les salles, c'est vrai, ils étaient réticents, les salles de danse, même les discothèques, quand ils voyaient danser au sol et tout, on se traîne par terre et tout ça, bon. Mais après il y avait les clubs, pour ce qui était bien, c'est que nous, il y avait les clubs pour ça. Il y avait des boîtes de funk et des boîtes pour danser le breakdance. C'est ça, la différence de maintenant. Mais nous, ces artistes-là, ils nous accueillaient, on n'a pas eu de souci de barrière. Pourtant, moi je viens d'un quartier, je ne vais pas dire, il n'y avait pas de souci. On allait avec eux, on allait dans les bars, ils jouaient les orchestres et on dansait avec eux. Et on copinait notre danse avec eux. On n'a pas été retirés de, bon, ça y est, vous êtes du quartier, communauté telle, le breakdance, tout ça. Bon, on sait que ça vient du Bronx, tout ça, mais nous, on a réussi quand même à être avec eux. Et après, nous, on était toujours sur l'esprit des filles. Hein. Et après, le plus gros truc de Toulouse, c'était la place du Capitole. Là, on retrouvait tout le monde, c'était la place du Capitole. C'était là, le lieu du rendez-vous, le samedi et le dimanche.
il y avait des rollers, des gens qui faisaient du roller, qui dansaient en roller. Et qu'ils avaient déjà dansé, ils allaient à Los Angeles, ils allaient à Miami, tout ça, Beach, Venice Beach, pardon. Il y avait des collègues toulousains qui allaient aux États-Unis, et après, eux, on faisait tout au Capitole. Nous, on mettait notre lino, il y avait les rollers, il y avait des gens de l'extérieur qui venaient aussi, de Paris, tout. Et du coup, entre les acteurs hip-hop, entre les danseurs ici à Toulouse à l'époque, c'était comment entre vous? Est-ce que vous étiez vraiment une grande famille tous ensemble? Est-ce qu'il y avait déjà des guéguerres? C'était comment? Non. Oui, c'était l'esprit défi, oui, il y a des défis, mais après, on se retrouvait, comme je t'ai dit, on se retrouvait au Capitole. On était là en plein entraînement, nous, on s'entraînait entre nous, bon, il y en a qui venaient, tout ça, mais bon, bien sûr qu'il y avait des défis, mais c'était pas une guéguerre de jalousie, parce que voilà, déjà on ne gagnait pas d'argent. On était invités dans les endroits, mais on ne gagnait pas d'argent. C'était un honneur, on allait par exemple faire un spectacle au Capitole, ou un truc comme ça, bon. Ou dans les MJC, on allait dans les endroits où il y avait beaucoup de jeunes, parce qu'on attaquait beaucoup sur les jeunes. Mais nous, il y avait la guéguerre, oui, en défi. Oui, bien sûr, c'était des ronds, on n'allait pas se faire un an. À l'époque, il fallait se faire un an, voilà. Il fallait s'entraîner pour ça, c'est comme maintenant. Hein. Mais la guéguerre, c'est pas comme... non, je ne sens pas comme maintenant, comme je vois, parce que je vais dans les endroits, je vois maintenant. C'est pour ça que je bouge quand même, pour voir comment ça se passe. Non, c'était l'amitié, tout ça. Mais c'était, oui, après, chaque quartier avait son truc. Quartier du Mirail, quartier de ceci, quartier de cela. Oui, c'est vrai. Il y avait des confrontations. Il fallait qui va être le meilleur. Et après, il faut laisser son empreinte. Mais c'est une guerre, mais c'était pas bagarre ou quoi que ce soit. Mais il n'y avait pas de parler derrière le dos, quoi que ce soit. C'était la danse qui parlait. Voilà. C'est là, tu te défies. Et tu reviens samedi prochain dans le club. Allez, on remet ça. Alors justement, est-ce que toi, tu as vu un changement au sein de la communauté, au sein des danseurs à Toulouse? Du coup, tu disais qu'avant, c'était quand même, il y avait cette unité, même s'il y avait chacun ses quartiers, ça se passait du coup dans le cercle. Est-ce que tu as vu un changement? Et si oui, de quel type de changement c'était? Non, mais c'est de la pédagogie. Quand j'allais par exemple à la Carmatabio, je dis cet exemple ou ailleurs, ils étaient bornés, quoi, parce que nous, on travaille la base, je travaille les bases. C'est au niveau de l'éducation, de l'entraînement, tout ça, ils passaient directement à des figures, des trucs comme ça, alors qu'il faut commencer à travailler la base. Dire le feeling, le danser, la préparation, tout ce qui pourrait aller au sol, tout ce que nous on a vu quand on a regardé les Américains, les deux films qu'il y avait à l'époque. Mais c'était trop précipité, ils ne t'écoutaient pas, ou ils te disaient pour l'instant. Mais après, ils étaient toujours. Et quand je les revoyais, ils n'avaient pas évolué. Moi, quand je travaillais le passe-passe, parce que ma spécialité c'était le passe-passe, c'était le footwork. Voilà. C'était le footwork, c'était une danse que, comme je faisais, c'était du crew, tout ça. Je travaillais que ça. Monter sur les mains, tourner sur la main. Faire des spins, ça c'était ma spécialité, tourner sur le dos. Mais je travaillais que ça. Je n'avais pas faire les figures, j'aimais pas trop les figures moi. J'ai tourné un petit peu à Thomas et tout, mais c'était beaucoup la coupole là-bas. À l'époque c'était beaucoup la windmill. C'est beaucoup la coupole sans les mains, chacun avait la faire, c'est beaucoup la coupole. Hein. Et les Thomas c'est quand même aussi une phase. Un phaseur, il fallait qu'il fasse des Thomas sans dépit quoi. Si tu fais un Thomas, il faut que tu fasses un autre Thomas, mais en mieux. C'était pas tu fais un Thomas et moi je vais faire celui-là. Non, c'est pas ça. Hein. Tu réponds par rapport à la figure. Ça, il faut l'améliorer dans la semaine, tu l'améliores. Et après, tu travailles la vitesse, et après le feeling et le rythme de la musique. Moi, j'ai vu tout à l'heure avec Mila quand j'ai regardé son stage. C'était, voilà, il est intense, il faut être bien dans le tempo. Et après, c'est pas dans tout le monde. C'est pour ça que nous, on a la chance qu'on a dansé dans les clubs et qu'on avait déjà le rythme. Et ça nous a aidé pour faire du breakdance après. Alors que moi, je faisais des préparations, je m'amusais à danser en préparation parce que je dansais déjà. Parce que voilà, il y a des gens qui se présentent en préparation, ils n'ont pas de préparation, ils ne dégagent rien. Moi, en préparation, je dégageais quelque chose quand je dansais beaucoup. Hein. Ça faisait pas, parce que je travaillais beaucoup de jeux de jambes. Beaucoup. Mais du coup, ce que tu essaies de me dire, est-ce que c'est... en fait, il y avait déjà une différence, une fracture qui se faisait entre les gens qui travaillaient leur freestyle et ceux qui continuaient à aller en club? C'est-à-dire, Parce que, du coup, ma question, c'était, est-ce que tu as senti, toi, cette fracture entre les danseurs à Toulouse tu l'as senti à un moment donné, à une certaine époque, et si oui, quand c'était, et de quelle manière tu l'as ressenti? Est-ce que tu l'as ressenti parce que les gens ne se retrouvaient plus au même endroit à Toulouse, ou est-ce que parce qu'il y a des gens qui ont disparu des clubs, parce que chacun s'entraînait peut-être à des endroits différents à Toulouse? C'est ce que tu viens de dire, ça veut dire, c'est ça, chacun s'entraînait de leur côté, il n'y avait pas d'union, de rapprochement, on va dire, oh, celui-là, bon, c'est bon, alors que nous, on aurait pu, c'était notre devoir, on aurait pu leur dire, voilà, tu travailles ça, essaie de suivre dans cette direction. Après, il y en a qui se sont évadés, ils sont perdus, ils n'ont pas évolué. Il y en a, ils n'ont pas évolué.
Moi, j'allais à certains endroits voir les gens, et ils mettaient la musique qu'ils voulaient, ils mettaient n'importe quoi. Moi, c'était pas ça. Oui, il y avait une fracture un peu. Hein. Moi, ça m'a un peu, pas énervé, mais presque. Je dis, bon, il faudrait quand même apprécier les mouvements que tu fais, ne fais pas n'importe quoi quand même. Voilà. Et toi, cette fracture, tu l'as ressentie à quel niveau? Est-ce que c'était entre, par exemple, les disciplines de la danse hip-hop? Donc, est-ce qu'il y avait, du coup, avant, des gens qui, du coup, breakers, debout, etc., qui se mélangeaient, et à force, tu as vu que les debout qui s'entraînaient ensemble, que les breakers ensemble? Est-ce que ça a été en fonction peut-être des quartiers, des genres? Peut-être que, je sais pas, les femmes et les hommes ne se mélangeaient plus. Quel type de fracture, quel type de séparation, toi, tu as remarqué ici à Toulouse? Oui, comme tu dis, c'est par rapport à la danse aussi. La danse, les smurfers, ils étaient à part. Enfin, moi, pour mon époque, non, on était ensemble. Les smurfers, les breakers, on était ensemble. Hein. Danse debout au sol, on avait un spectacle, les smurfers ils passaient, après tu passais au sol. Mais maintenant, c'est chacun, soit en duo, en trio, ou je sais pas combien, mais c'est pas accepté comme avant. Avant, même moi, j'ai jamais dansé un groupe de rap. On avait des contacts avec les grappeurs. Je connaissais des groupes de rap de Toulouse, mais jamais j'ai fait un spectacle sur scène avec eux. C'est un truc que j'ai jamais fait. C'est pas comme un TM avec Actuelle Force, par exemple. Vous voyez, nous, ils ne mettaient jamais en avant. Et on connaissait ces rappeurs-là, mais on n'a jamais fait de spectacle. Moi, j'ai jamais fait de spectacle avec des rappeurs et tout ça. Et les grappeurs, oui, plus ou moins, parce qu'on faisait des démos devant leurs fresques à l'époque. Et après, non, la fracture, c'est d'être borné sur les trucs, mais après, moi, je n'ai pas trop ressenti, parce qu'il y a un respect, moi, vis-à-vis de moi, ils me connaissent. Je n'ai pas trop ressenti. Moi, ce qui m'énervait, c'est la façon de travailler, comment ils travaillaient leur danse. C'est ça. Ils n'écoutaient pas ce qu'on leur disait. Tu les revoyais, c'est toujours pareil. Non, moi, non. Mais après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont jaloux, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Non, moi, je suis toujours bien passé, j'ai jamais eu de soucis avec quoi que ce soit. Hein. Je me suis toujours conduit avec tout le monde. Hein. Moi, en plus, c'est un plaisir d'être avec des personnes, de leur dire fais ça, fais ça, fais ça. Moi aussi, j'ai écouté des grands, j'ai fait des trucs, je regarde encore. Hein. La fracture, oui, maintenant, non, maintenant, je trouve que c'est mieux. C'est bien maintenant. Pour moi, c'est bien. Tu trouves que l'unité est revenue maintenant? Si. Moi, je vois les danses, je vais beaucoup dans les endroits, des gens me voient que je vais dans les soirées. Les filles, c'est pas parce que vous avez des dames hein, qui dansent beaucoup, qui dansent très très bien le punk. Le breakdance, tout ça. Bon, le punk aussi, moi j'étais dans les soirées. Ce qui avait à l'époque, ce qui était réservé aux blacks et aux over, hein, je veux dire comme ça. Hein. On avait que les clubs pour nous. Hein. Mais maintenant, je vois que ce qui est bien, c'est que tout le monde danse. Ça s'est vachement évolué et ça, j'apprécie. Même moi, je vois des personnes comme moi, quand je suis venu la dernière pour danser ici, c'est extraordinaire. La façon comment ils ont évolué, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de quartier ou de. Maintenant, ça a changé. Avant, c'était réservé, oui. Avant, c'était réservé aux blancs et aux maghrébins. C'est nous qu'on dansait le plus avant l'époque. Ok, du coup, il y a une forme d'unité qui serait revenue maintenant, mais du coup, au niveau des origines, du quartier d'où on vient, de nos ethnies, etc. Par exemple, est-ce que tu ressens une unité en fonction on peut ressentir, par exemple, il y en a certains qui peuvent ressentir une fracture en fonction des écoles d'où ils viennent. Les écoles aujourd'hui, en fonction des villes, ça crée aussi des fractures entre les gens. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens et que tu remarques? Oui, il y a des jalousies par rapport à des écoles de danse et tout ça. Il y a des gens qui sont anciens, ils vont ranger pour y payer ceci, pour y payer cela. Ils prennent notre place, je ne le sens pas. Je dis, mais non, mais va te prendre, va voir ce qu'il fait déjà. Et tout ira bien, mais ça dépend de la mentalité de la personne. Moi, je connais des anciens, ils sont bornés, ils ne veulent pas se mélanger, ou ils ne veulent pas. Et pourquoi ils ne voudraient pas se mélanger? C'est comme maintenant, moi je dis entre nous, parce que je dis qu'en revenant encore sur les soirées, j'ai remarqué, c'est comme les endroits, je ne vois plus des gens de cité. Là, je vois plus des gens de cité. C'est malheureux, je ne vois plus des gens, des anciens, des gens de cité qui viennent pour une soirée punk ou un truc comme ça. Là, ce que je vois, c'est des groupes qui sont en place, hein, qui vont dans les soirées pour le break et tout ça, avec tous les événements qu'il y a. Mais les soirées normales, je vois plus des gens, je vois plus, voilà, je rentre, voilà, j'en vois plus. Mais du coup, toi qui connais ces anciens, pourquoi ils ne viennent plus, pourquoi ils ne se mélangent plus? Je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas aussi d'input dans les soirées, peut-être qu'ils ont un certain âge, bon, peut-être qu'ils ne sortent plus aussi. Moi je connais des gens qui peuvent danser, les amener, mais bon, il y a moins d'événements quand même par rapport à avant. Est-ce qu'ils se sentent toujours intégrés, ces anciens? Oui, oui. Enfin, oui et non, parce que bon, ils ne sont pas plus intégrés que moi. Hein. Parce que moi, je vais partout, moi. Hein. Je vais partout parce que c'est un plaisir de voir les autres déjà et ce qu'ils font. Mais mes collègues, je sais non. C'est malheureux, il y en a encore, il en reste. Hein. Il en reste des personnes qui viennent danser. Mais non, ils ont abandonné, surtout plus. Ils ne veulent plus.
dans ces événements, c'est moi qui les tire, c'est moi qui vais les chercher. Viens, il faut que tu sois là, il y a un gros truc, les gens ils font ça, bien. Mais j'ai remarqué que la population, c'est plus comme avant. Et tant mieux, c'est beaucoup les orthographies, c'est mélangé maintenant. Mais il n'y a plus beaucoup de gens qui ont commencé, qui ont fait la culture à Toulouse, je ne vois plus. Alors que c'est moi qui vais les appeler, je leur téléphone, j'ai dit, viens, il faut que tu sois là. J'en ai marre d'être tout seul, je parle tout seul, moi. J'en ai marre. Et si, après l'évolution et tout ça, oui, mais la fracture, oui, la fracture, c'est des jaloux, c'est des gens des groupes, c'est des gens qui, au business, quoi, des gens qui font du business. Moi, je fais pas de business, tu vois. Je vois, moi, on m'invite, j'y vais, c'est un honneur, on m'invite, je viens. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Il y a toujours cette histoire des. Voilà, tu vois ça, c'est pas bon ce qu'ils font. Mais comment c'est pas bon? Laisse-le travailler. Si toi, t'as fait comment, toi? Mais non, moi, je pense qu'on peut. Il faut rentrer. Moi aussi, j'avais du mal au début de rentrer avec des personnes et tout ça. J'ai même pas de mal, hein. Surtout les salles de danse à l'époque, hein. Voilà, j'avais du mal, ils me refusaient. On était obligé de faire du contemporain, du modern jazz. Donc, bon, on l'a fait, hein. On a fait nos spectacles aussi. Bon, je sais pas si on en reviendra, mais non, c'est pas. Mais j'ai remarqué que c'est bien, il y a beaucoup de. Ça danse beaucoup maintenant, c'est bien, ça danse bien et beaucoup. Du coup, tu disais, tu as vu arriver l'argent dans la communauté et que ça a créé des changements et peut-être du coup ces fractures. Pour ma part, non, c'était pas trop. Parce qu'on dansait, il n'y avait pas d'argent. À part que nous, on s'est débrouillé pour être avec des artistes pour gagner notre vie. C'est-à-dire qu'ils nous payaient. Moi, j'ai fait l'Olympia avec Julie Pietri, la première partie en 87. C'était le premier cachet que mon père, on était devenu fou. C'était le premier cachet que j'ai touché à l'Olympia. Avec Serge Garot, le chanteur personnel qui est décédé. Parce qu'il nous avait choisi 2 danseurs en choriste. On est parti en décembre 87 faire la première partie de Julie Pietri. Et après, on a fait des gros festivals et tout ça. C'est venu un petit peu après. Mais maintenant, non, maintenant c'est. Oui, tu es dans un groupe, tu partages, tu me donnes tant, là je veux tant. Toi, tu es plus si tu vas avoir tant. On a connu un peu ça, mais c'est pas la peine de notre truc de groupe. Nous, c'était. Bon, maintenant, si on passe à un endroit, là, je vais atteindre un truc, bon, t'es rémunéré, mais c'était pas trop le truc. On faisait ça par plaisir, par passion, par plaisir, c'est la mode. Mais après, voilà, quand on était chez nos parents, on s'en foutait, on était chez nos parents. C'est sûr que maintenant, si je fais une prestation. Et après, je ne vais pas monter au chevaux. Il y a des gens qui vont venir, tu me donnes tant, tu me donnes tant. Non. Moi, je sais quand même, je dis, bon, il faut manger, mais quand même, il faut aussi. C'est bien que tu sois là pour expliquer quand même ce que tu ressens, ce que tu as vécu. Voilà. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Parce que je sais qu'il y a des gens, c'est des renards, ils viennent. Non, mais ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne marche pas comme ça. Je me dis, moi, c'est un plaisir. Je suis en vie, j'ai 61 ans, presque. Je suis en vie, j'ai encore la chance d'expliquer à des personnes qui sont ici. La passion, mais il n'y a personne qui peut me dire quoi que ce soit au-dessus. Parce que moi j'étais au-dessus, j'étais au début, tout ça, même si j'avais les grands. Mais je dis maintenant, oui, il y a une fracture, c'est plus, je vois plus le mec de cité mélanger avec les gens dans les soirées, j'étais à tel endroit il n'y a pas longtemps, j'étais encore même moi, des fois je me sentais tout seul, j'étais tout seul. Je me rendais par la classe, je me dis, putain, je suis tout seul, où ils sont passés les anciens. Merci du coup pour ton témoignage et de ce que tu as pu connaître à l'époque. On va maintenant passer à des questions pour Tom et essayer d'apporter des réponses plus scientifiques et même sociologiques du coup, puisque tu fais des études en sociologie. Déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que le phénomène de polarisation et comment il se crée dans un groupe social? Alors du coup, juste avant, je précise, du coup la sociologie, c'est analyser des grandes tendances. Donc là, Ban il nous a parlé beaucoup de sa subjectivité, donc de sa propre vision. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre des mots sur ce qu'il a dit. Donc ça veut dire que j'analyse des grandes tendances. Donc bien sûr, c'est des choses qui sont remises en question constamment, parce que la sociologie, ça s'inspire bien sûr de récits, etc. Mais c'est des grandes tendances, donc il y a toujours des contre-exemples. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui résonnent aussi avec ce que Ban dit, et moi je trouve ça très intéressant. Donc on est parti sur la polarisation. Donc la polarisation, c'est un phénomène qui est associé à celui de la ségrégation. Et la ségrégation, c'est quoi? C'est une séparation qui est imposée. Soit elle est de droit, soit elle est de fait. Alors de droit, on a des exemples, malheureusement. On a celui de l'apartheid en Afrique du Sud. Aux États-Unis, on a aussi ce qui s'est fait entre les Noirs et les Blancs. Donc ça, c'est des ségrégations qui sont marquées, pas forcément dans la Constitution, mais en tout cas qui sont inscrites dans le droit. Et de fait, à l'inverse, on a des ségrégations, par exemple celle en France, celle qui se fait entre la ville et la périphérie, la ville et les banlieues. Ça, c'est une ségrégation de fait. C'est pas vraiment écrit dans le droit, mais ça se matérialise comme ça dans la ville et ça crée des inégalités. Donc cette polarisation, elle se fait au sein d'une société et elle peut résulter d'inégalités de différentes sources. Donc ça peut être des revenus, de fluctuations immobilières, de déplacements économiques,
Et souvent, ça entraîne une différenciation entre différents groupes sociaux. Et c'est là que c'est important, et souvent, c'est entre les plus riches et les plus pauvres. Et cette différenciation entre des groupes sociaux, bah, c'est ça la polarisation. Donc la polarisation, c'est une séparation entre groupes sociaux. Mais il y a une nuance, c'est que souvent, quand on pense polarisation, on pense deux pôles. On a toujours l'image du pôle sud et pôle nord. Mais la polarisation, ça peut être aussi plusieurs pôles. Ça peut être, on va le voir, et c'est le cas du hip-hop, ça peut être plein de pôles différents, et du coup des avis divergents. Donc ça, vous vous doutez bien, ce phénomène, c'est étudié par de nombreux auteurs, parce que c'est un phénomène de société capitaliste, notamment, et qui est assez logique dans ce système, puisque c'est un système qui est basé quand même globalement sur, je pense qu'on est tous d'accord, sur la domination, et basé sur les inégalités. Et donc qui dit inégalité dit polarisation. Mais aussi, c'est assez propre à la démocratie, puisqu'en démocratie, notamment ici en France, on est quand même dans un pays où il y a moins de misère que dans d'autres pays, et aussi les libertés politiques, elles permettent relativement une émancipation collective et individuelle. Et donc qui dit émancipation, dit forcément des avis qui divergent, et qui dit donc polarisation, puisque chacun peut avoir son propre avis, sa propre idée et sa propre appropriation. Mais je voulais quand même vous parler d'un auteur qui pour moi est très important en sociologie. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui en ont entendu parler. Il s'appelle Pierre Bourdieu. Et lui, il ne parle pas directement de polarisation sociale, mais il utilise des mots qui sont importants. C'est celui de la reproduction sociale. C'est le fait de reproduire des pratiques, de reproduire des normes. Et c'est ce qui permet de constituer un groupe, c'est-à-dire que le groupe va reproduire des normes et va ensuite se fonder sur ces normes. Et à l'inverse, c'est la distinction. Ça veut dire qu'il y a des groupes qui vont s'appuyer sur d'autres pratiques, d'autres normes, et vont se distinguer d'autres groupes. Et ces deux phénomènes, ils illustrent comment les inégalités elles peuvent se renforcer, et donc à terme se structurer en pôles. Et donc les mots aussi, des mots qui sont importants, c'est ceux de clivages sociaux. Donc ça va créer des clivages entre les gens, et donc une structuration lui il parle de classe sociale, mais dans notre cas en pôle en fait, donc en polarisation. Et une autre notion qui est très importante, j'aimerais qu'on la garde à l'idée pour la suite de ce que je vais dire, parce que sur plusieurs points c'est assez éclairant, c'est celui du champ. Donc le champ de Bourdieu, c'est un espace social dynamique. Donc ça veut dire que c'est un espace qui est propre à un milieu donné. Donc le milieu ici qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est celui du hip-hop. Et dans cet espace social, chaque individu il va se positionner et il va interagir selon des rapports de force, un peu comme dans un champ magnétique en fait, avec des champs de répulsion, donc il y a des choses qui vont nous repousser, des choses qu'on ne va pas comprendre, donc on va s'en éloigner, et à l'inverse des champs d'attraction, donc des idées auxquelles on va plutôt se rapprocher. Et donc forcément, les positions de ces agents, elles sont tout le temps en mouvement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est figé dans cet espace. Et ça va donc créer en fait une lutte permanente, puisque chacun va vouloir en fait redéfinir le champ en permanence en fonction de sa vision, de ses règles, et il va essayer en fait, c'est un processus qui est un peu inconscient, mais il va essayer d'imposer sa propre vision pour faire évoluer le champ en fait, vers son aspiration. Donc maintenant vous comprenez un petit peu mieux le concept normalement de polarisation, et c'est un concept qui est très vaste et qui accompagne forcément beaucoup de réflexions, et encore plus aujourd'hui dans notre société, puisqu'on est dans une société qui va quand même vers les pôles, on l'a bien remarqué. Et on est une société de plus en plus atomisée, donc avec de moins en moins de socles de référence en fait. Est-ce qu'on peut dire du coup que ce phénomène de polarisation ça touche le hip-hop? Et si oui, est-ce qu'on peut dire que c'est croissant? Alors, donc ça c'est d'après moi, ce que j'ai pu, c'est d'après mes recherches. Donc ce qu'aussi on n'a pas précisé, c'est que moi je viens de Lyon, donc je viens pas tout à fait de Toulouse, donc il y a peut-être des choses, des éléments que j'aurais pas et que vous avez. Donc moi je m'appuie sur le cas de Toulouse, donc c'est pour ça que le témoignage de Ban est très intéressant, puisque du coup pour vous ça vous parle peut-être plus. Mais moi la réponse que j'apporte à cette question, c'est que moi c'est un phénomène qui touche la communauté hip-hop et j'en suis assez persuadé. Et c'est un phénomène qui n'est par contre absolument pas nouveau, comme disait Ban. Il y a toujours eu des divergences, il y a toujours eu des différents points de vue, il y a toujours eu des manières différentes de danser, et c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Par exemple, dès que le break par exemple est arrivé à Paris, immédiatement il y a une différence qui s'est faite, notamment entre le nord et le sud, entre des gens qui se rapprochaient plutôt à une vision de Martin Luther King, qui se rapprochaient plutôt à cette vision-là, et d'autres qui se rapprochaient plus à celle de Malcolm X. Et dans la danse, ça s'est ressenti, et ça a créé une première forme de polarisation. Donc la communauté hip-hop, c'est pas un ensemble homogène, contrairement à ce qu'on peut penser. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a une espèce de mythe qui s'est fait autour de la communauté hip-hop, un mythe d'homogénéité, un mythe autour de l'unité. Donc bien sûr que ce sont des valeurs qui sont très importantes, ça n'enlève rien, et bien sûr que le hip-hop, il véhicule cette valeur-là, mais par contre, c'est pas si homogène qu'on peut le penser. Et je voudrais juste revenir sur la notion de mythe, puisque la notion de mythe, elle est totalement normale
dans une culture, puisqu'elle est faite, sa fonction première, c'est de donner une cohérence, en fait, une dimension universelle à des phénomènes locaux. Donc c'est totalement normal. Et comment il a été permis ce mythe, c'est qu'avant notre génération, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était plus difficile de communiquer, et donc la danse et le hip-hop, moi je parle de la danse, c'est pour ça que je dis souvent la danse, parce que je me concentre sur la danse, mais évidemment on parle de la culture hip-hop ici, mais en fait elle s'est transmise par l'oralité. Et donc, qui dit oralité, dit que ça laisse beaucoup de place aux croyances et aux récits. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas d'autre référence que la personne qui nous apporte son récit. Donc c'est pour ça que c'était aussi important, peut-être Ben pourra vous en parler, mais c'est pour ça qu'il y avait aussi beaucoup de voyages qui se faisaient entre Paris, moi c'était Paris-Lyon, entre Lyon et Toulouse, en fait ça circulait beaucoup. Et tout ce système-là, il a permis d'entretenir une croyance par les récits autour de cette homogénéité du hip-hop. Mais en fait, le hip-hop, on est tous d'accord pour dire que c'est le marqueur de la diversité un petit peu par excellence. Et c'est ça d'ailleurs qui fait sa force. Et rien que dans le break, par exemple, il y a différentes dynamiques. Par exemple, on a... et c'est ça qui crée les pôles, qui crée la polarisation. Par exemple, on a le battle et le spectacle. Donc il y en a qui se rapprochent plus de l'énergie du battle, il y en a d'autres qui se retrouvent plus dans le spectacle. Donc là, par exemple, ça crée une polarisation entre l'hybridation artistique, donc qui essaie d'aller s'hybrider à d'autres styles de danse, de s'ouvrir à d'autres styles de danse, et d'un autre côté, moi je qualifie ça de puritanisme, mais c'est un peu exagéré, mais c'est ce côté, on reste très attaché au battle, et on reste dans le battle. On a aussi, par exemple, ce que disait Van, on a des différences entre ceux qui espèrent faire une carrière dans la danse et ceux qui dansent pour la passion. Donc forcément, ça pose aussi des questions. Il y en a qui voient ça pour l'argent, il y en a d'autres qui voient ça comme un exutoire. On ne sait jamais aussi duel, évidemment, c'est toujours plus nuancé, mais dans l'idée, c'est ça. Et ensuite, il y en a qui s'intéressent par exemple plus à la technique, qui sont plus sur la technique, d'autres qui sont plus axés sur la recherche. Et donc tout ça, c'est ça qui a évidemment créé la richesse du break, mais c'est aussi ça qui crée une espèce d'effritement dans la cohésion sociale du break et qui pousse à la polarisation. Mais le mot vraiment que je voulais, là où je veux mettre le point important, c'est que la polarisation, c'est vraiment pas quelque chose de négatif, enfin pas forcément négatif en tout cas, et le hip-hop c'en est l'exemple, puisque le hip-hop, il est arrivé d'une situation de polarisation. C'est parce qu'il y a des gens qui ont été marginalisés, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été mis de côté, donc c'est parce qu'il y a des pôles qui se sont créés que le hip-hop est né. Donc on a la preuve en image que la polarisation, ça peut être bénéfique, ça peut être positif. Et le hip-hop a transformé cette énergie issue de la polarisation en énergie créatrice, en énergie salvatrice. Et c'est aussi la polarisation qui crée le dialogue, qui crée le débat, qui crée le renouvellement, etc. Donc c'est une notion qui est très importante. Et puis ensuite, j'aimerais aussi, du coup, la deuxième question, c'est celle de est-ce qu'elle est croissante. Alors moi, j'ai rien qui montre en chiffres et en nombre, en statistiques, qui montre qu'il y a une polarisation qui est croissante en nombre. Mais en tout cas, j'ai pu faire le constat qu'il y a une place grandissante, c'est sûr, de l'argent, des questions de représentativité. Donc, qui représente le hip-hop, par exemple, dans les débats sur le DE, sur les débats sur les JO, on choisit qui sont nos représentants, donc il y a des débats qui se posent. Et ensuite, l'arrivée des institutions qui s'est faite aussi progressivement. Et ces trois facteurs-là, ils intensifient la polarisation. Puisqu'en fait, pourquoi ? Parce que c'est des mécanismes qui sont extérieurs. C'est pas des mécanismes qui sont arrivés avec le hip-hop, en fait. Ils sont pas arrivés en même temps. Et en fait, ces mécanismes-là, ils sont venus briser, entre guillemets, la culture hip-hop, parce qu'elle s'est toujours revendiquée comme autonome, comme issue de la débrouille. Et donc, en fait, ces facteurs-là qui sont extérieurs, ils sont un petit peu venus casser un peu les engrenages et ce qui faisait la force du hip-hop. Et là, je m'appuie sur Hugues Bazin, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est d'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas, et si ça vous intéresse le hip-hop, je vous conseille vraiment de lire son livre, qui s'appelle La culture hip-hop. Il a écrit un livre en 95, mais qui est très intéressant. Et il disait, la faculté du hip-hop à se renouveler continuellement dépendra de sa capacité à préserver son propre espace de liberté dans le fonctionnement économique. Donc en gros, il ne dit pas que le hip-hop, il ne faut absolument pas qu'il rentre dans les institutions, qu'il y ait de l'argent qui rentre, etc. Ce qu'il veut dire dans ça, c'est que le hip-hop, il faut toujours qu'il garde son énergie première, son énergie pure, de ce que disait Ban, de cette pulsion du corps, là, de vouloir danser, de vouloir exister. Et donc, la question, c'est celle de garder une distance avec ces trois facteurs-là. Et donc, la réponse à la question, est-ce que c'est croissant ou pas, c'est que ces nouveaux facteurs, c'est sûr qu'ils ont intensifié en tout cas la polarisation, puisque ça a cristallisé les positions. Ceux qui sont positionnés dans les institutions, ceux qui sont positionnés avec l'argent, ça a cristallisé des positions, et donc forcément ça intensifie et ça réduit,
ça empêche d'être fluide en fait, puisque ça cristallise. C'est-à-dire que les gens sont moins mouvants. On parlait du chant tout à l'heure, les positions sont plus figées en fait. Donc voilà. Je vais t'embêter un petit peu du coup. Quand j'ai préparé cette conférence, je suis tombée sur une sociologue qui s'appelle Emmanuelle Carinos et qui, elle, dans ses recherches, disait que la polarisation dans le hip-hop n'est pas croissante parce que, en fait, les valeurs que, étant la Zulu Nation, n'ont jamais été respectées. C'est une utopie, selon elle. Et j'aimerais bien avoir ton avis sur ça, Ban. Est-ce que toi aussi tu penses que les valeurs de la Zulu Nation, en fait, c'est une utopie, ça n'a jamais été respecté? Et ensuite, ton avis, Tom, ça nous intéressera aussi. Au début, c'était respecté, parce que c'était Africain Bataille, ils nous envoyaient des courriers, des Parisiens qui venaient, c'était Pisano Unity. Moi, je recevais, ça s'appelle The Letter, Toulouse Letters. Ils venaient de Paris faire un reportage ici. Non, c'était le pays Unité, tout ça. Si, on avait ça, nous, on avait ça beaucoup. Mais ce que je voulais préciser, moi, ce que je voulais préciser, c'est que moi, je suis content comment ça a évolué. Excusez-moi de parler. Je suis content parce que ça a vachement évolué. Les Jeux Olympiques, c'est vrai. Bon, on se dit que les Jeux Olympiques, bon, c'est P. Mais après, moi, c'est beaucoup sectaire. Hein. Toulouse, on a des difficultés au niveau culture hip-hop. Bon, maintenant, parce que je sors, il y a des moustaches, je vois des belles choses et tout ça. Mais on a beaucoup de difficultés. Alors qu'à l'époque, quand c'était le maire de Toulouse, c'était Dominique Baudis, on avait des élus. Ils se démenaient, ils nous aidaient pour faire le spectacle, on allait à Paris, ils nous aidaient, la culture était déjà bien implantée. Et moi j'ai découvert avec les années des choses qui se reforment, mais j'ai dit mais ça se faisait ça avant. Maintenant il y avait des difficultés pour essayer de faire quelque chose, maintenant, on dirait. Alors que ça avant le faisait. Moi je suis content par rapport à comment c'est devenu. Et là le plus triste c'est qu'il n'y a plus rien au quartier. Il n'y a plus de danseurs, tout s'est perdu. Tout ce qui est quartier où j'habitais, j'y vais, je vois plus il manque d'école de danse. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas. C'est fini. Tout ce qui est au Mirail ou ailleurs, il n'y a plus de breakers. Alors que nous, on pourrait faire quelque chose. Mais c'est devenu délabré. Il n'y a plus de danseurs. Tout ce qui se passe maintenant, c'est tout ce qu'il y a. Voilà, comment on a dit Toulouse, tout ça. Les écoles de danse, tout ça. Mais la valeur, tout est parti du quartier. Tout, il n'y a plus rien. Toi, justement, du coup, Tom, qu'est-ce que tu réponds à Ban et Emmanuelle Carinos sur le fait que c'est une utopie et que ça n'a jamais été respecté? Et du coup, on revient sur l'idée du mythe. Puisque l'utopie, alors bien sûr que c'est une utopie, puisque de toute façon, bien sûr que des règles, ça fonctionne dans, enfin, comment on dit Tu parlais de mythe tout à l'heure, c'est ça? Ouais, exactement, je parlais de mythe, et en fait, c'est les règles qui ont été fondées par Afrika Bambaataa n'ont jamais vraiment fonctionné comme des règles très strictes. Alors peut-être dans son entourage à lui, peut-être, mais en tout cas à partir du moment où elles s'exportent et elles sortent du cadre dans lequel il a une vraie influence, forcément ça devient plus un mythe, c'est-à-dire ça devient une aspiration, donc quelque chose vers lequel on veut aspirer, mais après chacun va aussi faire, donc j'en parle un petit peu après, mais chacun va faire sa propre appropriation, chacun va se réapproprier en fait ses paroles, et donc forcément, avec le cadre qu'il a, et c'est ça qu'on étudie en sociologie, c'est qu'on voit bien qu'entre les États-Unis et la France, ça n'a rien à voir. On a beaucoup comparé les États-Unis à la France, notamment dans ce qui se passe dans les quartiers, mais les situations ne sont pas du tout les mêmes. Donc à partir de ce moment-là, forcément, ce qu'a décrit Afrika Bambaataa ne sera pas du tout reçu de la même manière en France. Si, c'est par rapport à la violence. Oui. Ah si, par contre, les États-Unis, on est d'accord, excuse-moi de te couper, la violence, c'est sûr que nous, on fait des conneries, Pedro Unity, on était dans la valeur de ce qu'il disait, on faisait que ça, et c'est grâce à ça qu'on n'a jamais divagué. Moi, j'ai jamais divagué parce que c'était la culture hip-hop, c'était Afrika Bambaataa, il disait, voilà, c'était Peace of Nation, le signé, tout ça. Après, je sais pas, mais ça, pas de violence, moins de bagarre, ça a vachement apaisé certaines personnes où j'habitais, où on faisait des groupes, il n'y avait pas de violence. Ça a tout canalisé, et c'est grâce à ça, et puis je peux remercier, voilà. Après la Zone Nation, maintenant, après je sais pas, mais maintenant moi je sais que ça nous a beaucoup aidé. Hein. Et voilà, c'était ça, l'hygiène de vie, le signe, on tapait dans les mains, il y avait un signe, voilà. Nous, on s'est identifié aux États-Unis parce qu'on était au quartier. Bien sûr que c'est pas au Bronx, mais on s'identifiait un peu avec quand même. Hein. Voilà. Non, mais complètement, et c'est vrai que c'est juste, et je me suis un peu emballé peut-être. Mais non, mais c'est très juste ce que tu relèves. Et puis bien sûr, mais c'est ce que je dis, c'est qu'aussi vous avez fait aussi votre vous y êtes réapproprié en fait ce qu'il a dit, et c'est ça aussi qui fait la force du hip-hop, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui le hip-hop en France c'est pas le même que celui des États-Unis. Mais donc pour revenir, donc là où je trouve que, pour rebondir aussi sur ce que tu dis Ban, c'est que aujourd'hui
là où elle est croissante, c'est qu'aujourd'hui, nous, les règles d'Africa Bambaataa, je ne sais pas si on a vous qui s'y raccrochent, mais en tout cas, moi, à partir du moment où je m'y suis intéressé, j'avais quand même jamais, enfin, si j'avais évidemment entendu parler d'Africa Bambaataa, mais j'avais jamais compris l'impact que ça avait eu dans le hip-hop. Donc, il y a eu quand même, je pense que quand ces règles-là sont arrivées en France, ça a eu un impact très fort. Et qu'aujourd'hui, il est beaucoup moins, puisque le temps s'est fait, les acteurs se sont accrochés à autre chose, à d'autres choses, comme on vient de le dire. Et donc, forcément, moi, c'est pour ça que moi je dis que c'est croissant, c'est dans le sens où plus on s'éloigne de la source, plus forcément on divague et on s'éloigne de tout ça. Et du coup, Du coup, ma question qui suit, c'est qu'est-ce qui a amené cette polarisation sociale dans le hip-hop? Tu nous as donné un petit peu des pistes de réponse, mais je pense qu'on peut répondre encore plus concrètement du coup, de qu'est-ce qui a amené ce phénomène-là dans notre culture. Alors du coup, tout à l'heure j'ai parlé des raisons, mais c'était plutôt des raisons qui l'ont intensifié. J'ai pas vraiment parlé des raisons pour moi qui ont créé vraiment la polarisation. Pour moi, la toute première, et c'est celle que Ban a assez rapidement retombé dessus, c'est celui pour moi des circuits marchands. Par circuit marchand, je rassemble tout ce qui est donc autour de l'argent. Donc, ces circuits marchands, ils fonctionnent dans le hip-hop comme une nouvelle centralité. Ça veut dire qu'ils ont remplacé, entre guillemets, pas vraiment, ils n'ont pas évincé le reste, mais ils sont arrivés comme une nouvelle centralité qui remplace celle dont Ban parlait tout à l'heure, de la passion, de la revendication et du groupe qui était très fort. Et moi, lors des entretiens que j'ai pu mener avec des acteurs à Lyon, j'en ai beaucoup qui m'ont dit qu'aujourd'hui, les jeunes, ils commençaient le break avec l'idée de faire une carrière et d'être vus à la télé. Donc ça, c'est des paroles que je rapporte, ce ne sont pas les miennes. Et donc forcément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence plus le break avec la même idée que disait Ban tout à l'heure. Et donc ce nouveau type de rétribution, parce que c'est un nouveau type de rétribution, donc ici il est monétaire, il est contractuel dans le cadre des compagnies, et ben il fait concurrence à celui de la reconnaissance, donc par les pairs, parce qu'avant le break ça fonctionnait comme ça. On évoluait dans le break parce qu'on était reconnu, et c'était pour ça qu'on se battait, c'était pour ça qu'on dansait, c'était pour la reconnaissance, et c'était aussi pour le défi. C'était pour aller défier les autres, et pour se prouver à soi-même aussi. Et bien qu'évidemment ce type de répulsion, ce que je disais tout à l'heure, ça ne repousse pas tout ça, mais disons que ça fonctionne, la centralité n'est plus la même, c'est comme s'il y avait deux polarisations. Et c'est ça qui crée la polarisation, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui se rattachent plutôt à l'argent, il y en a d'autres qui se rattachent plutôt à la passion, et donc forcément on divague. Et donc en fait, moi, la conclusion que j'ai faite de ces recherches, c'est que l'argent, il fait danser les gens pour autre chose que la pulsion du corps. Je reprends les termes de Fred Bendongué, pour ceux qui connaissent, qui lui parle de pulsion politique du corps carrément. Donc ça veut dire que les gens, que lui quand il a commencé à danser, c'était une pulsion politique du corps, c'était cette envie d'être reconnu, cette envie d'être visible. Et donc l'argent, aujourd'hui, il fait danser les gens pour autre chose que ça. Et donc j'ai une petite phrase qui conclut bien ça, moi je trouve, c'est qu'aujourd'hui on est passé de la volonté d'être visible, donc celle d'être visible dans l'espace public, celle d'être entendu, d'être écouté, à celle d'être vu. Donc aujourd'hui, on veut être vu, on veut plus être visible, on veut être vu à la télé, on veut être vu sur les scènes, on veut être vu ici, on veut qu'on parle. Donc il y a une légère modification qui s'est faite, et c'est ça, entre guillemets, qui a aussi créé dans la culture hip-hop différents chemins et différents pôles. Et je voudrais aussi m'appuyer sur le monde du spectacle, qui reste quand même un vecteur privilégié pour passer le message hip-hop. C'est qu'aujourd'hui, l'argent, dans le milieu du spectacle, il a rendu quand même, dans certains cas, pas évidemment dans tous, mais tributaires des théâtres, c'est-à-dire de leur programmation, des idées véhiculées par les théâtres, et certains forcent à lisser certains propos. Et donc ça, c'est une source de polarisation, parce qu'il y en a qui font des spectacles et qui sont plutôt dans l'idée de l'art pour l'art, donc l'art pour le beau, l'art on veut faire du beau, et il y en a qui sont dans l'art pour le message. Et cette idée-là, elle se rassemble sous l'idée de l'esthétisation. Moi, c'est un terme que j'utilise énormément dans mon travail. Et l'esthétisation, c'est quoi ? Pour moi, c'est un des gros soucis qui se passe autour de la culture hip-hop, c'est celui d'isoler la dimension artistique, donc la dimension esthétique, donc celle de mettre en fait le vocabulaire d'un côté hip-hop, et de l'isoler de tout ce qui n'est pas de l'art, c'est-à-dire rompre avec le politique et le culturel, qui font toute l'essence du hip-hop en fait. Donc ça, c'est la première raison. L'argent et ce qu'elle implique, donc l'esthétisation et la dénaturalisation. Ensuite, le deuxième facteur, pour moi, c'est celui de la démocratisation du hip-hop. Donc Ban en a déjà un petit peu parlé, donc c'est celui de diversifier les publics et de diversifier les pratiquants. Donc en soi, c'est une très bonne chose, puisque le hip-hop, il a toujours voulu que son message soit répandu au plus grand nombre, et ça c'est une force, et c'est très bien aujourd'hui, c'est ce qu'il disait, on voit de tout le monde, de tous les âges, de toutes les origines.
Mais il y a une chose qui s'est faite, c'est que spatialement, c'est ce qu'on disait, et c'est ce que disait aussi Ban tout à l'heure, c'est qu'il s'est déraciné de son lieu d'émergence. C'est-à-dire qu'il s'est déraciné de la rue, il s'est déraciné des périphéries, il s'est déraciné de la banlieue. Et en fait, il a donné lieu, ce qu'on disait tout à l'heure, à de nouvelles appropriations, à de nouvelles significations. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais par contre, dans de nombreux cas, le problème, c'est que le break, il a été associé, détaché de son contexte. Et du coup, il est entré dans une gamme qui est celle du loisir. Et donc, là où la transmission, donc là je m'appuie sur l'exemple de la transmission qui est assez parlant, la transmission de base, elle se faisait de manière informelle. En fait, le break, la danse, elle a quand même développé, la danse hip-hop, elle a développé un mode d'apprentissage qui était un peu propre au hip-hop. C'était celle de, on est dans un cercle et on apprend comme ça. On apprend en regardant et puis en essayant de reproduire. Il n'y avait pas vraiment de cours au début. Et en fait, on est passé de ce type de transmission au développement des cours loisirs, avec des dizaines de jeunes, toujours dans la même salle, devant un miroir, et comme si on les cantonnait à une salle en fait. Et donc ça a fait, et combiné à son entrée dans les théâtres, ça l'a fait passer d'un produit culturel à un produit de consommation. Donc là je m'explique. Ça c'est une idée qui est développée par Hannah Arendt. Donc elle parle pas tout de suite, de hip-hop, puisque le hip-hop n'existait pas à l'époque d'Hannah Arendt. Mais elle compare un produit culturel à un produit de consommation. Un produit culturel c'est quoi? C'est un produit qui n'est pas vital, qui est hors de la vie. Donc c'est le cas du hip-hop. Le hip-hop, il est né, comme je disais, il est pur. Le hip-hop, il n'est pas soumis de base à des questions d'argent, etc. Et il permet à l'homme de s'émanciper. Donc c'est la définition people du hip-hop, hors de la vie, et permet à l'homme de s'émanciper. Et il est devenu, dans certains cas, évidemment c'est toujours pareil, je fais des grandes généralités, mais évidemment, comme je disais, on peut toujours trouver des contre-exemples. Et il y a plein de contre-exemples, comme ici aujourd'hui par exemple. Et il est devenu un produit de consommation. Et qu'est-ce que c'est un produit de consommation? Un produit de consommation, c'est un produit qui est pris par un processus biologique consumériste. C'est-à-dire que c'est un produit qui, par essence, il est fait pour être consommé, pour être consumé. Donc à partir du moment où il est consommé, il se meurt. Et en fait, le hip-hop, il est, dans certaines mesures, rentré dans cette catégorie-là de produits de consommation. Et donc, selon certains adeptes, il y en a certains qui appellent ça des puristes du hip-hop, le hip-hop suppose un engagement de la personne tout entière. Le hip-hop, c'est un art de vivre, c'est un style de vie, pour certains, c'est toute leur vie. Et donc, ces gens-là, ils craignent que cette massification, elle provoque une altération de cette radicalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut consommer du break sans être complètement dans le hip-hop. Et ça pose un problème à certains, puisque avant, si on voulait faire du hip-hop, il fallait s'y intéresser, il fallait connaître l'histoire, il fallait essayer de graffer, il fallait essayer de danser, et puis en fait, on trouvait que c'était intéressant. Ouais, il n'y a pas de souci, je finis juste mon idée, après je te donne. Et du coup, cette massification, le problème, c'est ce qui n'est pas un problème en soi, mais c'est parce qu'elle s'est faite, parce qu'on disait tout à l'heure, l'esthétisation, le fait qu'elle a été séparée du côté culturel, et qu'elle a été un petit peu dépolitisée dans certains cas, et qu'elle a été érigée en tant que culture dominante. Et le problème qu'elle a été érigée en tant que culture dominante, c'est qu'elle est devenue une culture de masse. Et la culture de masse, c'est quoi? Pour le capitalisme, la culture de masse, c'est un instrument ultra efficace pour liquider, entre guillemets, les esprits critiques. C'est-à-dire qu'on fait croire que c'est de la culture, mais en fait, il n'y a pas vraiment de message derrière. Et aujourd'hui, la question qui se pose autour de la question hip-hop, c'est, sous certaines formes, évidemment, c'est toujours la question, sous certaines formes, elle est devenue les meilleurs canaux de diffusion de ce système, qui est un système de domination auquel elle s'oppose par essence. Et donc la question, elle est là, c'est comment on arrive à jongler entre ce produit de consommation et ce produit culturel. Et du coup, ouais, tu disais. Ça vient de l'institution en fait. C'est-à-dire que même le fait de partir des quartiers et de la transmission, on la retrouve maintenant dans l'institution telle quelle. Quand on parle de produits de consommation, on se rattache au pédagogue en fait qui le transmet, tu vois. Et je pense qu'on oublie beaucoup de parler actuellement de ça en fait. Parce que quand on parle de consommation et juste devant un miroir ou quoi, je pense qu'on oublie de parler de l'énergie et la transmission que le pédagogue, avec sa culture propre à lui, qu'il a lui-même eu avant, influe dans ses cours en fait. Bien sûr. Et je trouve qu'elle est moins marquée, qu'on le marque pas du tout en fait aujourd'hui. Non, ce que je disais, il a raison, hein. Mais pardon, c'est quand même. Je vais essayer d'être clair et après, je ne vais pas essayer de trop m'évader. Les puristes, voilà, il n'y a plus de reconnaissance. Les anciens qui sont dans les villes que j'entends, les vrais qui ont marqué, je ne vais pas dire les noms de groupe, vous connaissez intellectuels, c'est vrai, ils n'ont pas de reconnaissance. On se dit comme nous, il ne m'appelle jamais. Il ne m'appelle jamais, il m'a oublié. Voilà, vous avez compris, je pense que vous avez compris. Mais je dis, mais attends, même pour mes potes, je dis, mais ils t'ont jamais appelé. Tu es un ancien, tu as tout œuvré à Toulouse. Mais qu'est-ce que tu fais?
Après, je leur dis, mais pas dans les endroits comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. En revenant sur les théâtres, en revenant en arrière, ce que tu disais pour les théâtres, hein, c'est vrai que quand c'était la mode, nous on est partis en 93 au TCD, au Théâtre Contemporain de la Danse. Moi ça m'énervait sur scène. Les directeurs de théâtre, il fallait rentrer dans leur truc à eux, voilà. Et ça je n'appréciais pas moi. Mais on était obligés pour être... Nous on dansait ici, on faisait un spectacle pour se montrer dans Toulouse. On est là, on représentait quelque chose, Toulouse, la ville, voilà. Toulouse Cité Breaker, voilà, tout simplement. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris. Après c'était obligé. Si tu veux être connu après dans les scènes nationales, le TCD, la Villette, Suresnes, c'est bien tout ce qu'il y a maintenant, hein, mais il fallait rentrer dans ce qu'eux ils voulaient. Il fallait s'habiller comme ça, il fallait mettre un truc. Mais moi j'aimais bien tout ce qui est freestyle, mais on était obligé, parce que pour être connu, on vient de Toulouse, on est à Paris, on fait un spectacle à Suresnes, à la Villette, à Dieu, à la maison, dans Lyon, tu vois. On est connu quand même après. Moi je dis que c'est bien maintenant parce que c'est peut-être d'actualité, c'est la télévision, c'est visuel, tu gagnes de l'argent maintenant. Et ce qui me surprend le plus, c'est que ça fait plus de 45 ans ou 50 ans. C'est bien ce qu'il y a avant après, mais c'est l'histoire d'ego, voilà, c'est l'histoire où t'étais là toi, t'es un ancien toi, t'es ceci toi. C'est ça qui se passe, hein. Mais il y a des gens qui ne savent pas l'histoire comme moi je viens aujourd'hui. Mais c'est normal, ils ne te voyaient pas. Explique-leur, comme toi tu dis, moi je vais te donner un truc en préparation, un sol, tu sens ce que moi je vais te donner. C'est l'échange. Et après tu vas le sentir, tu dis oh là, tiens, il va dire bien ce qu'il fait, putain, j'aime bien ce qu'il fait. Moi je ne peux pas danser en préparation avec un mec si je ne sens pas son feeling. Hein. Mais je dis le plus truc, c'est qu'il y a des anciens qui ont été oubliés. Et c'est malheureux parce qu'ils ont œuvré dans leur ville en France ou partout, hein, peut-être en Europe et tout, et qui sont délaissés, qui sont perdus, et voilà, c'est fini. Et les théâtres, c'est bien, moi je dis comme c'est maintenant. Mais les théâtres, j'avais pas apprécié moi. Parce que le directeur de théâtre décidait, voilà, tiens, tu fais comme ça, vous avez fait une pièce de Molière, vous allez faire ceci. C'est bien, il y a eu Carfig, il y a eu tout ce que je connais, tous tes collègues. Mais ils ont évolué, ils sont devenus directeurs. Et nous, moi j'ai pas apprécié au début parce que c'était récupéré. Exactement. Oui, vas-y. Il y a quelque chose de super important qu'on a oublié de rappeler, le pourquoi des valeurs de la culture hip-hop au départ. Et on prend juste Africa Bambaataa, vraiment je vais être très très court. C'est un chef de gang, le gars. Et il est arrivé, il a récupéré tous les autres chefs de gang et tout le monde était en train de se tirer dessus pour le crack, etc. Parce qu'on parle de 73, du Bronx. C'est la drogue et c'est toute cette arrivée de tous les gens qui reviennent du Vietnam et qui sont complètement perturbés et avec tout ce qu'ils ont vu et les atrocités, etc. Ce qui fait que les mecs, vu qu'ils n'avaient plus de repères et que l'Amérique les a laissés tomber complètement, ils sont revenus en fait chez eux voir les petits frères et les petites sœurs. Et finalement, les petits frères et les petites sœurs voyaient qu'ils n'avaient plus de boulot. Par contre, c'était encore des tueurs. Donc ils finissaient dans les gangs les récupéraient, et forcément les mecs ils étaient complètement fous, donc ils se tiraient dessus. Ce qui fait qu'au bout d'un certain moment, Africa Bambaataa a dit stop, on va arrêter de se tirer dessus, et on va faire peace, unity, love and having fun. Et la Zulu Nation a commencé comme ça en fait. Ce qui fait que le truc de, oui effectivement les valeurs se sont perdues et que c'était une utopie, c'est en fait c'est déjà un contexte déjà bien spécifique, et c'est important de le rappeler. Et le contexte du coup est perdu entre et plus d'actualité, mais il y a quand même ce truc là de quand tu vas en soirée, les gens ils sont quand même respectueux parce qu'on a envie de passer un bon moment et on vient pas voilà, et si ça veut se chicaner un peu c'est à la danse et c'est pas avec les mains. Les danseurs, pas la population, je vais pas être méchant, les danseurs, parce que moi je vois quand même toujours une forme de racisme, hein. Il n'a pas changé, je reviens, excuse-moi, je vais te prendre dessus, hein. Je vois quand même que tu es un artiste et tout ça. C'est plus comme avant maintenant, hein. C'est pire maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est pire. Après, c'est pour ça que nous on est une famille, c'est ça qui vient. Nous on est une famille. On reste. Je sais pas si ça reviendra dans les discothèques, hein, je sais pas si ça reviendra un jour, mais des fois c'est un rêve, je me dis peut-être on va revenir peut-être comme avant, voilà, mais c'est un rêve, mais je me dis, j'imagine des fois chez moi, quand on revient sur le punk, les discos, déjà le look il revient quand même, les années 80, le look il revient un peu. Mais la mentalité, c'est, à part tout ce qui est ici, c'est adorable, la culture, ça, mais la population, c'est toujours pareil, hein, ça ne changera pas, c'est pire maintenant. Alors, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, avec toi, Ban, et aussi toi, Tom, mais pourquoi aujourd'hui la question de la légitimité se pose quand on entre dans la culture hip-hop, alors qu'elle se dit être une culture ouverte n'appartenant à personne? Juste avant, il me restait une dernière raison à la polarisation qui paraissait importante et qui rejoint ce qu'on disait sur les théâtres et sur le fait d'avoir voulu pousser pour être vu, pousser.
Et c'est très actuel comme réflexion, parce que c'est un biologiste, vous allez comprendre pourquoi je parle d'un biologiste, qui s'appelle Olivier Amand aujourd'hui, et qui parle de la robustesse. Donc lui, il n'a rien à voir avec le culturel, je ne sais même pas s'il connaît le hip-hop. Mais en tout cas, sa réflexion, elle rejoint celle du hip-hop, et c'est hyper intéressant. Donc lui, il parle de la question de la robustesse. Et pour lui, la robustesse, c'est une solution aux conflits géopolitiques, au réchauffement climatique, etc. C'est-à-dire rendre des sociétés robustes, fortes, qui peuvent résister, qui peuvent rester authentiques. Et il pose une question intéressante, c'est comment les fleurs, elles font pour toujours produire les mêmes formes, indépendamment des fluctuations qu'elles ont autour d'elles. Et cette question-là, c'est celle de comment rester authentique, en fait, même si autour de nous, il se passe des trucs de ouf. Et donc, du coup, il parle de la robustesse et il associe ça au concept de sous-optimalité. Je m'explique. On va prendre l'exemple du corps et de la fièvre. Je ne sais pas si vous savez, mais la fièvre, c'est le moment où le corps, il est au maximum et il est le plus efficace possible. Il est au max de sa performance. Et la performance, c'est au moment où le corps, il est autant efficace qu'efficient. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être au mieux. Sauf que vous savez tous que la fièvre, on ne peut pas la tenir pendant 2 semaines. Donc on ne peut pas être au max pendant 2 semaines. Et c'est pour ça que le corps, il se régule à 37 degrés. C'est pour pouvoir rentrer dans ce qu'on parle de la robustesse, pour arriver à tenir dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le lien avec le hip-hop et l'institution, on retombe sur ces questions en fait. C'est que l'institution, elle ne se contente pas des marges, elle ne se contente pas des choses qui sont sur le côté. Et l'institutionnalisation, elle cherche constamment à optimiser tout ce qu'elle touche. Et c'est ce qui s'est passé avec le jazz, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le hip-hop. Donc l'institution, elle veut quoi? Elle veut du public, elle veut générer de l'argent, et donc en fait, elle veut le maximum. Elle ne se compte pas de la sous-optimalité dont on vient de parler. Pourtant, le hip-hop, c'est un système qui vient des marges. Et c'est un système qui s'est constitué même sur ces marges. Dans les banlieues, dans les périphéries, comme on disait tout à l'heure, qui s'est développé un modèle alternatif d'apprentissage, etc. Et donc en fait, dans son souci d'optimiser la danse hip-hop, de toujours pousser la danse. Aujourd'hui, on a les exemples. Aujourd'hui, ça arrive carrément dans les JO. Aujourd'hui, le hip-hop, il arrive dans des endroits où il n'aurait jamais dû être. Et c'est à force d'avoir poussé, et de toujours vouloir être au maximum dans le hip-hop, qu'aujourd'hui, on la pousse un petit peu à mourir. Et donc, on le verra tout à l'heure, on va en parler dans les solutions, j'en reparlerai, mais la sous-optimalité, est-ce que ça peut être, c'est-à-dire de peut-être revenir à des choses plus essentielles, comme des festivals aujourd'hui ici, comme de la transmission, des conférences, des choses plus simples en fait, qui seront moins hautes, mais qui sont plus propres à la culture hip-hop. Est-ce que ce serait pas une solution pour revenir un petit peu aux valeurs? Et du coup, pour la question de la légitimité, qui est donc pourquoi c'est une question qui se pose quand on entre dans la culture hip-hop, alors qu'elle se dit être une culture ouverte n'appartenant à personne. Alors je vais essayer de vous apporter une réponse. La question de la légitimité, je pense qu'on a tous aussi nos rapports à la légitimité, et évidemment la légitimité, elle se discute sans cesse. Donc pour moi, pour l'idée de légitimité, il faut revenir à l'idée du chant dont je vous parlais tout à l'heure, encore une fois, de Bourdieu. Il y a une chose que je vous ai pas dite, c'est que dans le chant, donc quand les individus, je vous disais, ils se positionnent et ils se revendiquent chacun à leur place, mais à chaque fois qu'il y a un déplacement qui se fait dans ce champ, donc quelqu'un en fait évolue, change d'habit, etc., sa position qu'il a eue, elle laisse toujours une place dans ce champ-là. Il y a toujours des choses qui restent. Et en fait, ça veut dire que chaque prise de position, elle est irréversible dans le champ. Et c'est parce qu'elle est gravée dans cette histoire-là que petit à petit va se forger une histoire du hip-hop. Donc en fait, chaque position qui est prise, chaque mouvement qui est fait ça participe à l'histoire du hip-hop. Et donc, plus tard, c'est la connaissance de cette histoire et c'est l'appartenance au code de cette histoire qui feront la légitimité. Donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui la question de la légitimité, c'est que c'est pas de dire un tel est légitime de danser, etc. Puisqu'en fait, elle est ouverte en ça, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut danser, n'importe qui peut penser, n'importe qui peut s'inspirer de la danse hip-hop, il n'y a aucun souci de la culture hip-hop. Mais le problème, c'est celui du fait qu'elle est issue d'une histoire, qu'elle est issue d'un combat, qu'elle est issue d'un héritage. Et elle induit d'avoir des représentants qui sont à la hauteur de cette charge. Et la question de la légitimité, elle est là. Qui est légitime de témoigner? Qui est légitime de transmettre? Qui est légitime de juger? Qui est légitime de nous représenter? Quand je dis nous, c'est tout le monde de la culture hip-hop face aux institutions. Et donc en fait, la question de la légitimité, elle se pose dès qu'un individu veut devenir porteur de la culture. Et c'est tout à fait normal qu'il soit donc soumis au jugement de toute la communauté et de ses adeptes. En fait. Donc voilà, la légitimité ne s'adapte pas tant à ceux qui veulent la pratiquer, mais à ceux qui la représentent. Et une chose importante, c'est que la légitimité, elle ne se décrète pas. On ne se dit pas ça y est, je suis légitime, du coup, je peux dire que La légitimité, elle se construit. Et c'est quoi les raisons, c'est quoi les facteurs? C'est
ceux qui ont été identifiés, en tout cas ceux que j'ai pu identifier, c'est l'ancienneté, qui est assez importante. C'est la reconnaissance par les pairs. Donc c'est qu'est-ce qu'on a amené au hip-hop. C'est la fidélité aux valeurs aussi, ce que nous disait Ban. Même si on a un ancien, parfois on perd aussi les valeurs et ça arrive. Mais du coup, est-ce qu'on est légitime de toujours voilà. Et l'authenticité. Et tout ça en sociologie, moi je vous reparle de Bourdieu, ça se retrouve dans le terme d'habitus, pour ceux qui ont déjà entendu, qui désigne une manière d'être et une disposition d'esprit en fait, qui oriente les individus dans la société. Donc voilà, moi c'est ma réponse que j'apporte à la légitimité. Et dans la question de la légitimité, est-ce que c'est en lien avec la peur d'une appropriation de la culture hip-hop? Est-ce que c'est en réaction à ça? Alors moi j'apporte une réponse positive à cette question-là, c'est que l'expression d'appropriation culturelle, elle est née à la fin du XXe siècle à peu près, et elle est née dans le domaine artistique, parce qu'avant, c'était déjà avant, mais dans le domaine artistique pour parler de colonialisme culturel, avec l'idée que les personnes blanches, elles s'approprient l'art et la culture de minorités ethno-raciales et de personnes non blanches pour en tirer profit, et c'est là que c'est important, c'est que sans reconnaître l'origine, ni la signification profonde de ces domaines artistiques. Et donc l'histoire du hip-hop, comme on disait tout à l'heure, elle est intrinsèquement liée au mouvement politique pour les Afro-Américains, pour les droits civiques, mais aussi contre la ségrégation raciale dans certaines villes emblématiques aux États-Unis, comme le Bronx, on disait tout à l'heure. Et en France, le hip-hop, il a trouvé son écho dans la marche pour l'égalité contre le racisme en 83. Et donc cette culture, elle a toute se méfier du coup d'une réappropriation culturelle, puisqu'elle est l'outil artistique en fait de ces combats contre la domination. Donc bien sûr qu'elle a de quoi se méfier, puisque justement, vu que c'est sa flamme en fait, c'est ça qui a fait que le hip-hop aujourd'hui il a cette force-là, c'est qu'il est né de ces combats-là, et donc la peur d'une appropriation elle est totalement légitime, et c'est pour ça que se posent des questions de on veut quel représentant, parce que c'est important, on veut qu'elle dure et on veut que ce combat il reste. Et donc, et là on revient un petit peu à ce que disait Ban, c'est que, et c'est là où c'est dur, la légitimité, c'est que cette peur elle a toujours été là. Il y a toujours eu cette peur de s'hybrider, de se mélanger, de rentrer dans les institutions, mais il y a un moment où il y avait une volonté tellement forte d'être reconnu et d'être vu, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a des choses qui ont été faites, et aujourd'hui avec le recul on se dit mince, on est peut-être allé trop loin à ce moment-là, même si ça a permis d'ouvrir plein de portes, comme disait Ban tout à l'heure avec l'exemple des théâtres. Mais donc la peur du risque de l'appropriation culturelle, il est là, c'est de perdre le contrôle, c'est de voir notre message se dissoudre, c'est de voir que justement la performance dont on parlait tout à l'heure, elle prenne l'ascendant, de toujours vouloir être dans le plus. Et donc la question, elle se pose totalement, puisqu'aujourd'hui on est totalement dans les questions autour de la question de la récupération par les institutions, donc c'est totalement une question qui traverse la culture. Ben, tu veux dire quelque chose? Du coup, pour finir un peu et essayer d'apporter des solutions et de la positivité à tout ça, comment remédier à la polarisation dans la culture hip-hop? C'est une question que j'ai pour vous deux. Est-ce que toi, Ban, en tant qu'acteur et ancien, il y a des solutions qui te paraissent évidentes pour faire en sorte de garder cette unité dans la culture? Et pareil, même question pour toi, Tom, après. Moi, comme je dis, je trouve comme ça se passe maintenant, ça se passe bien. Enfin, pour moi, il n'y a pas de... C'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser? Pour toi, l'unité, elle est présente, du coup, il n'y a pas forcément de solution pour la ramener? Ou est-ce que tu as peut-être des choses, des solutions qui permettent de garder cette unité-là, qui permettent de ne pas la casser, de faire en sorte qu'elle prospère et qu'elle continue? Oui, comme je disais, c'est parti du quartier, on est apuré. Maintenant, moi, je trouve l'unité alliée. Alliée, l'unité, moi, je vois la gaieté, l'ambiance, l'envie qu'ils ont de danser, tout ça. Comment faire en fait pour qu'elle continue mais qu'elle continue comme c'est maintenant. En fait, comment faire ça? Moi je trouve que ça se passe bien maintenant. À part ces histoires de business et des trucs comme ça, la légitimité, excusez-moi, je reviens sur la légitimité, vite fait. Hein. Non, l'unité, moi je la vois bien l'unité. C'est juste simplement que nous on a un milieu, là, c'est une famille. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont pas apprécier comment on vit ça. Le hip-hop, parce qu'avant c'était une tenue, c'est une démarche. On s'identifiait aux Américains, on s'habillait comme eux, on se croyait comme eux, tu vois. On avait un style un peu comme ça. Mais maintenant, moi je trouve que non, c'est bien. Moi j'aime bien comme c'est maintenant, mais il n'y a pas que ces histoires de respect. Voilà. Et la légitimité, je suis d'accord avec toi, c'est les anciens de chaque ville de France. Parce que moi, des fois, j'envoie des messages. Je respecte tous les anciens de chaque ville de France, sur Normandie, dans le Nord et tout. C'est eux qui ont œuvré. Et pour être légitime, il faut avoir prouvé, avoir fait quelque chose. Et avoir un nom, pour moi. Hein. Si tu as un nom, Olympic Star, tiens, tous les City Breakers, Paris City Breakers, Marseille City Breakers.
Et on a œuvré. Et l'unité, moi je trouve que l'unité elle est liée. C'est juste simplement qu'il y a des gens qui connaissaient. Nous, entre nous, c'est une famille. Moi j'ai découvert les trucs de Hofstede. Bon, je ne veux pas dire, tiens, c'est pas du hip-hop, c'est pas du breakdance, c'est pas de la culture. C'est émerge, c'est une nouvelle danse, c'est des danseurs, c'est très bons danseurs. Je vois autre chose. Je vois qu'il y a toujours le truc que je ressens, le rythme, la passion du son qu'ils ont, l'énergie. Mais il ne faut pas que ça se perde. Voilà. On reviendra peut-être pas. On gardera, nous, les puristes. On peut dire qu'on peut être des puristes. Mais après, j'ai dit, ah merde, j'en ai marre des puristes, il faut que je vois un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et après, ils ne sont pas méchants, c'est quand même. Mais moi, ce que je dis, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens de quartier, je ne les vois plus. Ils sortent plus. Ceux qui ont représenté Toulouse, je ne les vois plus. C'est malheureux. Moi, je ne peux pas donner des cours comme à tout le monde, je peux faire un truc, mais. La légitimité, c'est si tu as trouvé, si tu es quelqu'un qui est connu, ils te connaissent, là tu vas dans un endroit. Moi à Paris, ils sont sectaires, ils ont leur truc à eux. Moi j'ai fait conférence avec Sydney, avec Blaise et tout ça. C'est Paris. Mais j'étais à Toulouse, hein. Moi j'ai pas trop apprécié, j'ai parlé, mais c'était juste, hein, mais parce que c'est Sydney, et même Sydney n'a pas parlé. C'était Paris. Et Toulouse, nous, on n'est pas pareil que vous. Hein. Nous on a connu Sydney, on a connu les films Rocksteady Crew, New York Steve Breaker et tout ça. Mais attention, on s'est fait tout seul ici, on s'est entraîné tout seul. On a notre propre style à nous. On a l'unité, la force, elle était entre nous. Parce qu'avant, c'était chaque ville, hein, son truc. Hein. Mais l'unité, non, moi je dis que ça se passe bien, mais c'est tout, il y a des personnes, je n'ai pas travaillé avec eux, mais je ne travaille pas avec eux. Je ne prends pas la tête avec eux. Avant, oui, je me prenais la tête. Hein. C'est borné, tu ne comprends pas ce que tu dis. Écoute ce que tu dis. Écoute, bordel. Ils ne comprenaient pas. Non, moi je trouve que ça se passe bien. C'est juste simplement la mentalité des personnes qui ont changé maintenant à la vie du breakdance, du hip-hop. Hein. Et après, moi je pense qu'on peut le danser partout. C'est ça qui vient. C'est grâce à eux, à tous ces jeunes, que ça a perduré. Ça fait plus de 50 ans, même 73, 77. Les premiers Roxy 77. Après, c'est venu la France. Et moi je dis que. Après, ces histoires de jaloux, des gens ils veulent se mettre au juge. C'est moi qui ceci, c'est moi qui a fait cela. Qui tu es, toi? On ne te connaît pas, je ne te connais pas, moi. Qui tu es? Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, vous avez compris ce que je veux dire? Après, je m'en fous maintenant, que j'ai rien à foutre. Moi, je fais ma route, moi, ça y est. En réponse sociologique, toi, les solutions que tu peux donner, Tom, c'est lesquelles? Du coup, moi, je rebondis un peu sur ce que tu disais. Moi, les solutions que je voyais, c'était totalement celles autour de la pédagogie et de la transmission. Parce qu'aujourd'hui, les modes de... c'est ce qu'on disait, les modes de transmission ont changé. L'oralité, la danse, elle a plus... Enfin, si, mais justement... Nos références ne sont plus les mêmes et moi je trouve que, et puis en plus moi je suis aussi un produit de ça, mais je vois bien qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est difficile de se construire sa danse avec des réseaux sociaux où on est complètement inondé d'informations, de styles et aussi de mensonges, parce qu'on a toujours l'impression que tout le monde est super fort et ne rate jamais rien et est toujours au max, et en fait non. Donc je pense qu'il faut aussi repenser la transmission, donc d'abord autour de la pédagogie, donc de ce qu'on disait tout à l'heure, autour des professeurs, donc essayer de redonner aussi de l'importance, je pense, à ceux qui transmettent, parce que je pense que ça s'est aussi, ça s'est pas perdu pour autant, mais je pense qu'on n'accorde plus autant d'importance aux anciens, aux gens qui ont des choses à nous apporter, et le hip-hop est une culture qui se renouvelle continuellement grâce à la transmission. Systématiquement on transmet, et aussi, il faut aussi avoir le pouvoir de se la réapproprier et de aussi s'exprimer soi-même. Donc retravailler la transmission et créer aussi un intérêt pour le hip-hop qui dépasse celui de la danse, par exemple, si on est danseur, qui dépasse celui du graphe, qui dépasse celui... Mais de ne pas se cantonner à un style, mais essayer de créer un intérêt pour la culture hip-hop en général. Et donc ça passe notamment par encourager des événements comme ceux-là, mais il y en a plein. Enfin aujourd'hui, moi je trouve que ça refleurit aussi beaucoup, il y a beaucoup d'événements qui se mettent en place. Moi j'ai des exemples autour de chez moi, j'en ai plein. À Lyon, on a Battle de Vaud qui organise une semaine avant hors les murs avec plein de stages, des conférences, etc. À Grenoble, on a le 38e parallèle qui fait aussi un super boulot. Dans le Nord, on a Break It. Donc il y a des choses qui se font, et moi je pense qu'il faut passer par encourager, je pense qu'il faut aussi encourager ces initiatives-là. Et une chose aussi que j'ai pu relever dans mes recherches qui sortait beaucoup, c'était qu'on mettait aussi beaucoup, forcément il y a un gros travail qui est à faire aussi par les anciens, mais aussi chez les jeunes, il faut aussi arriver à créer et recréer chez les jeunes une volonté d'être curieux par soi-même et d'arrêter de croire que tout va nous tomber dessus et que en fait j'ai juste à apprendre ça. Et il faut arrêter d'être passif et d'être aussi actif. Et de recréer chez les jeunes. C'est aussi à eux, c'est pas que aux anciens, mais c'est aussi à eux de se motiver, de se dire allez, moi je vais faire ça, moi je vais m'entraîner, moi je vais aller voir là. C'est aussi à eux d'essayer de recréer cette énergie. C'est vrai que tu as raison, mais bon, je ne vais pas faire le vieillard. Mais maintenant, nous on est pédagogues comme je fais maintenant. Je peux parler avec des personnes et aller dans les endroits.
Qu'est-ce que tu vas faire une coupole maintenant? Il y a les réseaux sociaux, ils apprennent vite maintenant. On est d'accord? Moi, je vais leur donner, comme j'ai parlé depuis tout à l'heure, l'état d'esprit, c'est tout. Je peux plus aller faire une coupole à... Ça va vite maintenant, il y a les réseaux sociaux. Pédagogie, c'est vraiment ce que j'aime déjà, et ce que j'aime bien transmettre. Je suis là, j'existe, il y a mes collègues qui existent, ils ne sont pas là, mais je sais qu'ils existent, parce que je pense toujours à tout aussi. Mais tu ne peux pas la pédagogie, je ne peux pas prendre une coupole maintenant, ça va trop vite, le niveau est extraordinaire. Et voilà, et maintenant je peux faire ce que DJ, c'est un truc que j'aurais aimé faire comme lui, DJ. Mais mais ce que je vais faire, parce que j'ai déjà le truc. Et moi, le plus heureux que je suis dans ma vie, c'est de transmettre, de parler. De dire voilà, je sens que j'ai l'importance quand même par rapport à ce que j'ai vécu. Tout simplement. Et juste pour rebondir une vie. Ouais, vas-y. Le seul truc en fait, c'est juste d'avoir la flamme et de savoir la transmettre. Tant qu'elle est saine, Oui, la vie elle ne peut pas s'éteindre. Exactement. On s'en branle en fait de savoir, on s'en fout de savoir si tu peux apporter à une échelle qui est, comment dire, tu vois, il vaut mieux que tu parles 10 minutes à une personne, mais que ça soit avec le cœur, que tu lui apportes réellement quelque chose et que dans son hip-hop, ça lui redonne, tu vois, un regain. Il vaut mieux ça plutôt que tu passes une demi-heure. On s'en fout. Ouais. Bien sûr, il y en a dans cette salle, tu vois, c'est juste 2 paroles et en fait, ça les déclenche et ils peuvent... Tu coaches. Ouais, Tu le boostes. même, c'est savoir épauler les gens qui sont là, les acteurs. Comme disait le monsieur là, il a raison. Il faut que tu fasses passer quelque chose. Moi, les Américains, quand j'ai dansé, ils m'ont fait passer quelque chose. Je me suis identifié à eux. Le passe-passe, comment ils faisaient des trucs et tout ça, leur style et tout ça, c'était. Ils m'ont donné envie. Et j'ai presque avoir une larme aux yeux quand je dis c'est pas possible, on fait pas ça. Non mais tu vois, c'est intérieur. Voilà. Et une petite dernière chose, je pense qu'il y a aussi quelque chose auquel on pense pas trop, mais qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui on a la chance, et on n'en profite pas assez je pense, d'avoir des acteurs qui ont connu la naissance du hip-hop directement, qui l'ont vécu dans leur trip. Et je pense que ça, plus on va avancer et moins on aura de gens qui pourront nous témoigner de ça. Et du coup, tout dépend maintenant de ce qui va être transmis à nous, qui ensuite transmettront aux prochaines générations. Donc il ne faut pas oublier qu'on a cette chance-là d'avoir les gens qui ont fait naître cette énergie-là. Et je pense qu'il faut en profiter. Même il y a des Français qui ont été, après j'arrête, il y a des Français que je connais moi, des Toulousains qui connaissent 180, ils sont partis aux États-Unis, ils ont vu la culture avant que ça vienne ici, avant qu'il y ait le New York City Tour. Ils avaient déjà, j'ai des copains qui sont danseurs à moi, et ils ont connu, ils me disent, moi le breakdance, je le connais, je suis parti aux États-Unis en 79, c'est comme dynastique, il a commencé à faire, il est parti, voilà, c'est compris. Moi j'ai des potes qui ont connu la culture avant que ça vienne à Toulouse, que c'était un truc infernal. Ils avaient vu ça déjà, des mecs déjà dansés en 79, 70, 80. Ah ouais, quand même. C'est eux qui ont cette chance. Moi j'ai eu de la mode, j'ai eu la télévision. Il n'y a pas de problème. Merci en tout cas beaucoup pour ton témoignage, Ban, pour tes réponses, Tom, et pour votre écoute. Et voilà, merci. Et on vous laisse place du coup au battle.